Est-ce que quelqu'un, logiquement, je partage mon écran. Perdu. Écran du moniteur de nettoyer. Ouais, toc. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on voit bien mon écran? Et puis, on va attaquer. Je me prépare juste mon petit truc. Ça, non. Ça, hop. C'est bon, on voit tout. Oh, magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Je sais pas, ouais, c'est bizarre parce qu'en fait, ouais, j'ai pas de retour logiquement dans GoToWebinar, on a un truc vu du public. Oui, il me met attente de l'écran suivant. Alors je sais pas si. Ouais, bref. Bienvenue à tous pour le dernier webinaire du coup de l'année. J'espère que vous allez tous bien, que les fêtes de fin d'année se préparent bien pour vous. Et puis que l'activité est au rendez-vous, hein, puis que ça permet de finir l'année correctement. Je rappelle le principe des webinaires. Je peux pas vous enlever du mute. Donc du coup, en question par question remarque par via le chat. Et puis ça permet de, voilà, ça me permettra, je lirai les questions à la fin. Et puis s'il y a des points à voir, voilà, vous me dites. Allez, on va attaquer. De toute façon, on attaque par les trucs de base du départ. Toujours les mêmes rappels. Le site Applicite vous permet de retrouver donc les calendriers avec les webcasts, les formations, formations en présentiel. La partie blog vous permet de retrouver nos articles. D'ailleurs, je suis à la bourse sur le dernier. Sur différents sujets. On essaie, ouais, des choses qui reviennent par le support, des choses où on se dit tiens ça, je pense que les gens connaissent pas, donc on essaie de mettre des trucs. Donc voilà, on se creuse un peu la tête quand même. Ça, du coup, je l'ai mis en voilà, masqué, forcément, c'est déjà passé, mais alors rendez-vous 4-5 juin 2025. J'ai eu la question il n'y a pas longtemps d'un client, si on savait où est-ce que c'était, a priori, ça sera renouvelé sur Lyon. Donc 4-5 juin, région Rhône-Alpes, on va dire. Et donc, si on attaque un peu plus dans le dur, voilà la liste des webinaires qu'il y a pu avoir cette année. Alors, à la fin, si vous avez des idées de webinaires, n'hésitez pas parce que c'est toujours un sujet, enfin c'est toujours un point sur lequel nous on se creuse un peu la tête en se disant ah, tiens je pense que ça peut être utile. Après on n'est pas, voilà, on n'a pas la science infuse et il y a des choses qui nous paraîtront intéressantes, pour vous peut-être pas. Ou voilà, c'est surtout l'inverse. Voilà, c'est vous dites tiens moi j'aimerais bien voir ce sujet-là. On n'a pas vraiment parlé ou j'ai pas eu beaucoup de trucs. Voilà. Est-ce que c'est possible de faire un webinaire dessus? On peut toujours y réfléchir. Alors c'est vrai que depuis 3 ans, 4 ans, on a quand même fait pas mal de tours sur les webinaires. Là, de toute façon, on va recommencer par webinaire sûrement 2025, vu qu'on n'en a pas fait pour la fin d'année. Donc voilà, s'il y a des besoins, des questions. Ouais. Et donc, ce webinaire, ça sera sur Scandium. Alors Scandium, voilà, je vous ai fait une liste des fonctions présentes dans la dernière version de Scandium. J'ai traduit au mieux. Après, il y a des trucs, moi j'ai laissé Underflow par exemple, j'ai laissé en anglais parce que le traduire, c'est un peu bizarre à traduire. Tiger, ça pareil. Avant toute chose, alors je vous passe je vous passe l'écran à la Autodesk, là, le disclaimer, mais
Voilà, l'idée de Scandium, c'est de pouvoir proposer des fonctions un peu en cours de développement. Alors pas à 100% neuves. Quand je vous dis ça, c'est que ça passe quand même par une étape de développement interne, de validation interne, mais c'est des choses qui sont déjà quand même pas mal avancées et le but, c'est de pouvoir un peu plus valider ce qui marche pas. Et si ça marche, voilà comment l'adapter. Et donc voilà les étapes de test et de validation, donc toutes les fonctions de oui, mais du coup on a testé sur ce modèle-là, ça marche, on a testé sur ce modèle-là, ça marche. En fait, vous pouvez les faire en pratique et vous pouvez voir un peu l'intérêt et l'impact que ça peut avoir. Moi j'ai une fonction en tête sur la concentration où ouais, ça permet de voir déjà des trucs pas mal. Par contre, et c'est là où je parlais du disclaimer Autodesk, il n'y a aucune garantie de voir ces fonctions présentes dans une version officielle. C'est malheureusement que des versions en cours de développement, et si à un moment c'est jugé pas assez abouti, pas assez élaboré, ou si ça rencontre pas son succès, voilà, ils le mettront peut-être de côté. Ça avait été le cas pour ceux qui se souviennent sur les calculs d'éjection. Il y avait eu un moment un essai pour faire des calculs d'éjection avec Molfo, de force d'éjection. Au final, ça a été arrêté parce que c'était trop long calcul, tout bêtement. C'était, ouais, je crois, 6 heures pour juste faire le calcul d'éjection. Donc, ça avait peu d'intérêt. Pour rappel, pour accéder à la version Scandium, ça se fait forcément via le site Autodesk, donc feedback.autodesk.com. Vous aurez tout là-dedans. Vous vous inscrivez ou vous utilisez votre compte Autodesk. Et après, faire une demande d'accès pour avoir accès à cette fonction Scandium. Dans la partie download, une fois que vous serez accepté, vous aurez accès à tous les éléments, PDF et les fichiers à remplacer, et au forum aussi, j'en parle un peu, non j'en ai parlé avant. C'est ce qui est bien parce que du coup avec le forum vous pouvez discuter directement avec les développeurs. J'en parle après. Les fichiers à remplacer, vous avez les fichiers pour les 2 dernières versions en date, 25 et 24. Petite particularité, ça nécessite forcément d'utiliser la version anglaise. En fait, ça change, en fait, ces fichiers-là changent l'interface. Et ça change l'interface en version anglaise uniquement. Donc alors on peut faire le switch, hein, je sais que moi je le fais pour les formations et tout, c'est je travaille des fois en version française et après la plupart du temps je suis en version anglaise. Et ça change absolument rien. Et donc ça permet de discuter directement avec les développeurs ou responsables du développement et pour avoir un peu leur retour. Vous voyez que j'apparais de temps en temps, il y a certains clients aussi qui apparaissent de temps en temps, et voilà, en réponse, il y a Franco, il y a Anno, il y a Seijinan qui est un développeur, je sais plus, sur les fibres. Donc voilà. Et donc, si on commence un peu pour les choses concrètes. En premier, alors je vais parler du sujet, alors vous allez voir, au final, c'est souvent le même sujet qui revient. Viscoélasticité. La viscoélasticité, alors c'est un grand point qui est à la mode depuis il y a quelques années quand même, qui n'est pas simple, et c'est pour ça que ça fait quelques années, et qui permet par contre d'aller très loin dans le calcul, parce que pour le coup, on va pouvoir calculer l'évolution de la déformation en fonction du temps et des températures. Alors surtout température, mais du coup, si on a une évolution en fonction des températures, on sait dire, bah, si la température évolue de cette manière, on a l'évolution en fonction du temps. Et donc, on est capable, avec la version Scandium, d'avoir un modèle qui permet de calculer ça. Alors, ce modèle nécessite forcément des caractérisations matières spécifiques. On rentre des données d'évolution de température, de l'allongement en fonction de température et du temps de relaxation par rapport à Orgé, je ne sais plus ce que c'est, le module de relaxation. Et en fait, ça permet d'analyser finalement comment ça évolue en fonction du temps et de la température. Donc on se retrouve à quelque chose comme ça. Et l'intérêt, alors c'est en grande partie ça, c'est que l'impact d'un maintien d'une pièce dans l'outillage est beaucoup plus pertinent. C'est-à-dire qu'on va vraiment voir la pièce qui va en fait se conformer à l'outillage et analyser ça, en fait, pouvoir sortir ça en déformation. J'ai un exemple après, si on prend la même pièce, qu'on laisse 10 secondes ou 60 secondes dans le moule, donc on impose un temps de refroidissement beaucoup plus long, on voit que la déformation ne change pas énormément. La même pièce, mais cette fois avec la viscoélasticité activée,
on voit qu'on a une différence de déformation qui est quand même assez notable, en termes de valeur surtout. On est à 1 ici en amplitude maxi, ici on est à K0,6. Donc, c'est fortement intéressant. Le seul souci, c'est ça. Il faut avoir ces données-là, donc cette partie Unified Viscoelasticity, qui nécessite du coup de faire une caractérisation spécifique. Mais on a déjà commencé un peu à creuser le sujet et on a déjà, les laboratoires avec qui on travaille et les clients qui ont des laboratoires, on a déjà eu l'occasion de discuter sur ce qui pouvait être fait comme test et comment ça pouvait être fait. Et donc, voilà, on a déjà des pistes. Donc, le jour où ça arrive, on est déjà prêt pour ça. Tiger Straps. Alors, Tiger Straps, en fait, quand je disais au départ sur la viscoélasticité, c'est toujours un peu le même sujet qui va revenir, c'est un peu ça. Parce que finalement, Tiger Stripe, c'est l'analyse des défauts de surface générés par l'étirement de la matière. Alors attention, ça ne parle pas en fait des accumulations de charge. C'est vraiment la matière qui se tire, qui s'allonge ou qui se relâche. Et ça montre un peu, enfin ça donne un peu ça. Donc ça, c'est l'image qui est tirée du document de validation de Scandium. Et ça montre finalement comment la matière, en avançant, on va se retrouver avec une oscillation, alors due à des conditions de process, due à des conditions d'écoulement, pour X raisons, en fait, on va avoir une oscillation à des phénomènes d'ouverture de busette, par exemple. Et on va, en fait, voilà. Pourquoi je parlais de viscoélasticité de nouveau? C'est parce qu'on va utiliser ces données-là. Alors, c'est un petit peu différent, parce que autant sur la partie de déformation, si on n'a pas la viscoélasticité, les courbes, on n'est pas capable de calculer. Autant là, en fait, il est capable en fait, de faire une approximation via la loi de Cross-WLF. Donc, il y a un modèle qui est possible. On va pouvoir dire, voilà, je vais quand même utiliser une valeur générique. Je vais déterminer finalement à peu près comment ça va se passer. Clairement, c'est une approche, mais ça permet déjà de voir un peu ce que c'est, ce qu'on peut retrouver. Ensuite, en fait, on va avoir un paramètre d'instabilité ou de stabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la valeur d'oscillation va être supérieure à une donnée, donc par défaut c'est 2,6, on va dire là j'ai des Tiger Straps, là j'en ai pas. Et donc, on peut en fait voir comme ça, finalement, un résultat Tiger Strap Region et Flow Front Stability Factor. Et en fait, ces deux résultats, pardon, hop, je passe un peu trop vite, on va avoir en fait les zones où j'ai un risque d'instabilité, donc les bandes qu'on va retrouver, et on va avoir en fait les résultats où les conditions vont être suffisamment importantes pour créer de l'instabilité. Donc plus c'est rouge, moins c'est bon. Donc c'est les zones où je vais être stable, ou au contraire, je vais avoir des variations d'écoulement qui vont faire que voilà, je risque d'avoir une instabilité. Underflow, alors c'est à la limite le seul qui n'est pas lié à l'instabilité, tiens, à la viscoélasticité. Pardon. Underflow, en fait, c'est quelque chose qui est tout bête, mais qui, alors, hop, si je fais ça, ça marche, voilà. J'aurais dû le mettre en boucle. Le underflow, en fait, c'est le fait que la matière va, hop, toc, s'orienter dans une direction et se réorienter après. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a rempli la zone, la matière qui est à cœur va partir dans une autre direction. C'est ce qu'on voit en fait dans cette partie ici. On va dans une direction, puis on repart dans une autre. Et en fait, ça peut créer des défauts parce qu'au final, on va avoir en fait des orientations différentes entre la peau et le cœur. D'un point de vue, voilà, une mauvaise qualité de pièce, et puis surtout structure, c'est que les chaînes moléculaires ne seront pas orientées dans la même direction. On utilise en fait une formule où on se base basiquement sur la vitesse, et on a en fait un résultat underflow severity qui montre les zones où on a un risque de recirculation de la matière dans une autre direction. Alors c'est un truc qui n'est pas compliqué en soi, parce qu'au final c'est quelque chose qu'on peut déjà faire avec un résultat de vitesse. C'est simplement que pour le faire avec un résultat de vitesse, il faut savoir dans quelle zone regarder. Il faut en fait avoir un peu une idée de, voilà, je veux voir ça là. Là, c'est un résultat qui met plus facilement en évidence où on a un risque de recirculation. D'ailleurs, c'est indiqué aussi dans le log, d'ailleurs. Concentration de fibres.
Alors concentration de fibres, moi c'est le module, j'aimerais bien qu'il apparaisse assez vite parce que je trouve que c'est intéressant pour plein d'aspects. Parce que voilà, par défaut, quand on considère des matières chargées, on considère une répartition uniforme des charges. Peu importe ce qui se passe en termes d'écoulement, on va en fait avoir la même concentration, la même répartition de charges. C'est-à-dire qu'on n'aura pas des zones où on va avoir 30%, d'autres où on va être à 35, d'autres où on va être à 25. Là, en fait, on est à 30% partout. Et l'option de concentration, elle permet de faire ça. Alors, elle utilise le modèle, alors je vous l'ai mis après, le modèle SBM, suspension, balance, modèle. Le module d'injection de poudre, pour ceux qui connaissent. Et au final, en fait, on va regarder un composant bimatière en quelque sorte, et on va regarder comme ça, en fait, comment le mélange, en quelque sorte, va évoluer et comment on va répartir en fonction de la charge spécifique, de la conductivité, du cisaillement, des vitesses, enfin des pressions, de tout un tas de critères, comment on va en fait amener la matière plus sur certaines zones ou moins dans d'autres. Donc la formule est là. Pour que ça se mette en place, il faut juste cocher la case calculate fiber concentration. Par défaut, on a en fait des données mises en standard dans le logiciel. On va voir juste sur le slide après. Et pour ça, en fait, on a des valeurs donc de cible, de rayon équivalent, concentration maximale et en fait plan de stress en quelque sorte euh, de concentration, enfin, ce qui va faire influencer la concentration. Et suite à ça, bah, du coup, le logiciel est capable de le calculer. Donc, il va partir d'un volume initial de concentration, se basant sur la fiche matière. Ces données-là sont, si je ne touche à rien, remplies par défaut. Et il va en fait calculer comme ça la concentration en fonction du temps et en fonction des conditions de circulation de la matière. Attention à un point, on est sur une concentration en volume et ça peut ne pas refléter finalement le taux de concentration qu'on retrouve avec la matière. Donc faites attention à ça, c'est que moi je me suis fait avoir 2-3 fois au départ à dire mais je comprends pas, j'ai pas les mêmes valeurs entre là ce que j'ai là et ce que j'ai au niveau de la fiche matière. Et alors, là où c'est pas mal, c'est que forcément, comme on a une concentration différente, le reste des propriétés suit ça. C'est-à-dire que on va en fait avoir un module mécanique qui sera dépendant de la concentration. Et donc, si on a un module mécanique dépendant de la concentration, on aura une déformation qui sera aussi dépendante de la concentration. Alors, on ne parle pas de trucs de simple au triple. Ça impacte très légèrement, ça. Parce qu'au final, on reste sur des concentrations, si je reviens sur l'écran de base, qui sont quand même plutôt uniformes. Donc on n'est pas non plus sur des choses totalement erronées. Mais par contre, voilà, localement, on peut se retrouver avec des zones un peu plus résistantes ou un peu moins résistantes. Et moi je sais que j'ai déjà testé avec certains clients sur des cas de casse, et ouais, la concentration quand même laissait deviner certaines choses. C'est pour ça, moi, je trouve qu'il est pas mal. Euh, Alors, l'analyse de réchauffe, alors je ne l'ai pas précisé, ouais, ça c'est que en dual domaine et mid-plane. Tout le reste, pour l'instant, que 3D. L'analyse de réchauffe, en fait, c'est un module pareil, viscoélasticité. Et finalement, ça va recalculer le. On aura une étape, pardon, après la partie déformation, où en fait on part réchauffer la pièce. Donc ça correspond finalement à du stockage. Sauf que là où on est sur la viscoélasticité pure, sur quelque chose qui pour l'instant cadré, c'est-à-dire qu'à la limite on laisse dans le moule, on n'est pas, voilà, on ne dit pas je fais une étape de recuit derrière. Là on est vraiment sur ça, c'est qu'on peut vraiment dire ma pièce, je l'éjecte, enfin je la remplis, je l'éjecte, elle tombe,
elle est stockée pendant autant de temps à telle température, puis elle va dans l'entrepôt où elle est stockée à telle température, puis voilà. Et en fait, on peut amener tout ça. Donc on va plus loin pour l'instant. Et c'est là où ça va un peu plus loin par rapport au 3D, c'est que lui, il va prendre vraiment en compte toutes les phases de stockage, enfin, par exemple là sur le profil que j'ai mis, de rechauffe local, pour voir un peu comment ça se comporte. Et ça permet de prendre en compte, voilà, alors des différences. Alors c'est pas flagrant sur ce modèle-là, alors peut-être que c'est le modèle qui est pas adapté, peut-être que c'est la matière, voilà, il y a plein de choses qui font que, mais en fait ça permet de montrer que voilà, j'ai pas la même déformation et j'ai pas les mêmes contraintes aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir forcément une évolution dans les contraintes et la libération des contraintes. Donc c'est le but en fait un peu quand même de ce module, c'est de pouvoir justement considérer comment la pièce est une fois que on a fait tout ça. Et de tête, on n'est pas loin de la dernière option. Schéma de retrait dans l'épaisseur. Cette option-là, en fait, elle a été mise en place pour essayer de mieux prédire le comportement en termes de retrait et donc de déformation sur les pièces qui présentent énormément d'angles. En fait, quand on est sur des zones d'angles, même en 3D, le maillage, en fait, forcément, il est obligé de s'adapter à la zone. On ne peut pas en fait faire la même chose en termes de nombre d'éléments dans le plan par rapport à l'épaisseur. Donc en fait, on est obligé en fait d'utiliser un système de calcul un petit peu différent pour ces zones en disant là, attention, il y a quelque chose à adapter. Et en fait, c'est ce alternative shame pour dire voilà, dans ces zones-là, je vais prendre en compte un peu différent. Concrètement, il n'y a rien à faire. Cocher la case, point. Par contre, sur tout ce qui est zone qui risque de présenter des effets de coin, ça a clairement un intérêt. Et cette option-là, nous, je sais qu'on a beaucoup vu l'intérêt sur tout ce qui est pomme, matière type pomme, qui présente énormément de retrait. Et dès qu'on est sur des zones un peu massives, ben, le retrait du pomme dans l'épaisseur, il est non négligeable par rapport à. Enfin, on ne peut pas dire que c'est le même que dans le plan. Et il a tendance à être plus grand. Et on a souvent vu des choses ouais, différentes sur du pomme entre la simulation et la réalité. Et cette différence, elle est quand même pas mal atténuée quand on bascule sur ce système de shrinkage shame. Donc voilà, c'est un truc qui est pas mal. Il n'y a pas grand chose à faire et voilà, donc voilà, ça fait partie des options. Moi, j'aimerais bien aussi qu'elles arrivent assez vite. Et on a fait le tour des options Scandium. Alors vous voyez il y en avait plus à une époque. Il y en a pas mal qui ont été intégrés entre la version 23 et la version 24. Le Stamp, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Stamp et Assembly qui ont été intégrés. On n'est pas à l'abri que quand la 26 sort, ils disent hop, allez, on refait une version Scandium différente. Mais voilà, l'idée c'était justement de vous montrer un peu déjà ce qu'on pouvait faire avec cette version Scandium. Alors comme vous avez vu, c'est un axe assez important sur tout ce qui est viscoélasticité. Alors, sur le principe, c'est assez simple. Sur le papier, c'est plus compliqué par rapport aux caractérisations. Et je sais qu'on a déjà discuté avec un autre sujet-là. Ils veulent pas sortir un modèle générique qui dit je prends des données lambda et point. Parce que ben, au final, c'est ce que vous voyez avec des PVT génériques, avec des viscosités, des mécaniques génériques. En fait, vous avez des informations, mais alors clairement, vous n'avez aucune valeur derrière. Donc vous savez dire voilà, ok, ouais, ça va se déformer. Mais comme là, on part quand même sur quelque chose qui se passe une fois que la pièce est éjectée, c'est encore un peu différent. Donc, puis on parle de déformation derrière quand même. Donc il y a des choses où voilà, ils nous ont clairement dit, on le sortira à partir du moment où le modèle sera validé et on aura suffisamment de données en retour pour pouvoir intégrer un truc où on aura déjà quelques informations sur la caractérisation matière. Et donc il me reste à passer à la phase question. Alors j'en ai déjà une, c'est valable pour les matières qui cristallisent après éjection. En fait, si la cristallisation est intégrée dans la caractérisation de viscoélasticité, oui. En fait, ça prend en compte le comportement au fur et à mesure du temps. Alors la cristallisation, je sais qu'il y a des trucs
Il y a quelque chose qui a été intégré. Pardon, je lis une deuxième question. Il y a des choses qui ont été intégrées récemment avec les solvers API pour pour prendre en compte la cristallisation en se basant sur un modèle de Nakamura. Pour faire simple, la cristallisation à l'heure actuelle, ça n'existe qu'en dual domaine et sur des matières caractérisées. Donc honnêtement, pas utilisable. Il y a quelques années de ça, quand ils ont commencé justement à ouvrir la partie solver API, ils ont mis en place un solver API, alors je sais plus le nom, je sais plus le numéro, mais en fait on peut déterminer via une loi de cristallisation la cristallisation, on sort les résultats et on est capable du coup de les utiliser derrière. Et on a des résultats spécifiques à la cristallisation. Si vous allez dans l'aide dans Solver API, c'est disponible. Enfin, vous retrouvez cette partie-là. Mais du coup, donc pour moi, oui, parce que à partir du moment où on caractériserait le comportement en cristallisation. Alors, j'ai une autre question bon, je réponds déjà à la première. Est-il possible de calculer la concentration avec une charge ayant un ratio LD égal à 1? Non. Pour la bonne raison, c'est qu'on ne calcule pas de fibres quand on a un ratio inférieur à 1. Maintenant, il y a eu, si je ne me trompe pas, un slide présenté par Franco Klobuchar qui parlait de ça, qu'il voulait commencer à intégrer la possibilité de prendre en compte des orientations de fibres avec des ratios inférieurs à 1. J'ai un vieux souvenir de ça. Donc non, à l'heure actuelle, parce que c'est pas possible, tout bêtement. Mais c'est dans les tuyaux, a priori. Aspiration inférieure à 1. Pas de fil, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je reviens un peu, j'en mets ça sur le tapis, mais s'il y a des listes, pas forcément, enfin, c'est pas les webinaires, mais si il y a des sujets que vous souhaitez voir abordés sur les prochains webinaires, c'est l'occasion aussi. N'hésitez pas. Alors, je sais que j'ai des collègues qui sont connectés, il y en avait qui me dit qu'ils me poseraient des questions, mais ils osent pas du coup. Enfin, alors, je vais revenir juste sur un petit truc sur l'installation, parce que je suis en train de penser à ça. À partir du moment où vous modifiez ces fichiers-là, alors c'est plutôt conseillé de les garder, les anciens, partez du principe qu'en fait l'interface vous ouvre les accès à la version Scandium. Cette version Scandium, dans le solver, c'est installé par défaut. Donc c'est-à-dire que tout est déjà présent quand vous installez Molflow. C'est déjà là. C'est juste que les accès sont bridés. La version Scandium, quand vous changez ces fichiers système, elle vous ouvre juste les options. Elle ne les active pas forcément. Je dirais, hormis par exemple le Tiger Straps, qui n'est pas un truc à cocher, décocher, vous restez sur une version normale. Donc avec les options classiques. Et donc il n'y a pas de truc qui revient à se rajouter dessus en disant ouais mais maintenant du coup j'ai fait mon calcul en Scandium. On est vraiment sur une version normale de base et vous avez accès aux options en plus. Ni plus ni moins. Les cristallins sont-ils plus sensibles à la viscosité que les amorphes? Bah Hervé, si tu sais pas quoi faire aujourd'hui, je te laisserai répondre tout seul. Euh... Honnêtement, j'en sais rien. J'ai la viscoélasticité, honnêtement, j'ai un truc. Je commence à la connaître un peu, je commence à regarder ça, ce truc-là, mais alors après, qui est plus ou moins cristallin?
Et après, entre nous, celui qui est sorti d'école plus récemment, c'est toi, donc c'est toi qui dois répondre. Et voir Sébastien. Comment ça se passe pour les tensions résiduelles? Euh, les tensions résiduelles, ben en fait, ça va justement, alors les libérer, mais en fonction de ce qu'on propose. C'est-à-dire que derrière, et c'est là où finalement l'analyse euh, j'ai perdu le quelque chose, de rechauffe du dual domaine, elle est mieux parce qu'en fait, on va vraiment gérer le temps. Donc cette notion de relaxation en fonction du temps, elle est présente. Et on peut du coup relaxer plus ou moins, alors en fonction de ce que la matière et la pièce autorisent aussi, mais on peut relaxer plus ou moins. Donc c'est mieux, c'est là où c'est mieux. L'option underflow, ça peut permettre également la valider des qualités de soudure. Oui, effectivement. Parce que bah, la ligne de enfin, alors, oui, alors, pardon, ce que je réponds en même temps en écrit et à l'oral. Alors, oui, l'option underflow peut permettre d'évaluer la qualité d'une ligne de soudure. Mais au final, l'option underflow, on pouvait déjà l'avoir avec l'option mouvement de surface de soudure. Parce qu'au final, ce qu'on voyait, c'est que la ligne de soudure, soit elle bougeait plus et puis elle restait là, soit en fait on voyait que la matière recirculait. Donc on arrivait quand même à le voir. Là, en fait, c'est un résultat direct qui montrera là, j'ai du mouvement. Point. Vous avez vu, c'est rouge, bleu, voilà. C'est dit, là j'ai du mouvement, là j'en ai un truc qui bouge plus. Donc c'est plus simple, plus visuel que aller chercher le résultat, surface de soudure, regarder comment ça évolue. Enfin, voilà, c'est des moments où on se dit voilà. Et en sachant que par exemple le mouvement surface de soudure, ici, il va pas forcément me trouver une surface de soudure. Si je reviens sur mon animation, voilà, j'ai pas une surface de soudure. J'ai juste la matière en fait qui arrive et qui se repart. Donc oui, mais pas que. Euh, Donc oui, je réponds oui. Euh, top, 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 top. Pardon, il m'en reste quelques-unes. Si la nervosité est soudure, il se passe quoi? Bah, il se passe que tu as mauvaise qualité enfin, qualité en surface, à la limite, ça peut se discuter, parce que ta matière, en fait, elle recircule, mais ça se verra pas forcément en surface. Et c'est surtout structurel, c'est que tes chaînes, en fait, elles sont pas rentrées dans le même sens. Donc c'est plutôt ça le problème. Euh, alors, j'ai une réponse sur la partie les cristallins, c'est une plus sensible. Alors, c'était pas Monsieur Berthoud, c'était pour est-ce que les cristallins sont plus viscoélastiques que les amorphes? Mais hop. Et le calcul ending, c'est pour le post-éjection? Oui. Je suis en train de répondre à la question sur l'underflow. Si un underflow sur une ligne de soudure, il se passe quoi? Ben, ouais, moi, c'est surtout structurel parce que défaut d'aspect, faut voir comment. Enfin, après, faut savoir le quantifier, quoi. C'est un peu le problème. Donc, j'aurais déjà dit défaut structurel sûr, mais défaut d'aspect, je pense qu'il peut y avoir des trucs aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop, j'en ai de nouvelles. C'est quoi la différence de caractérisation viscoélastique entre Tiger Strap, Prop Mecha et biréfringence? Alors, entre Tiger Strap et Prop Mecha, aucune. Euh,
Biréfringence, j'avoue que j'ai pas creusé et je me suis effectivement posé la question, savoir ce que ça montrait. Parce que des matières, j'ai pas testé des matières qui avaient des caractérisations optiques, de reprendre les données là et de les réintégrer. Euh, je ne sais pas honnêtement. Je sais qu'entre Tigerstrap et PropMeca, il n'y en a pas, c'est exactement le même champ. Et que, alors à l'heure actuelle, ça renseigne à la main et c'est pas automatique. C'est-à-dire que si je le mets dans l'onglet mécanique, ça se récupère pas forcément dans le module, dans l'onglet Tiger Stripes. Donc pour moi, quand on voit les données qu'on rentre et tout, les informations, c'est exactement les mêmes. Biréfringence, j'en ai pas fait assez pour savoir précisément les menus et tout, et du coup, je sais pas garantir à 100% que c'est la même chose, mais ça pourrait être très logique, hein. Ça me paraîtrait pas déconnant. Et donc, Gabriel Millet, ça dépend de la longueur des chaînes pour la question concernant un morphisme cristallin. Je sais pas. Honnêtement, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le sous-écoulement permet au contraire de renforcer une soudure grâce aux réticulations et au flux à cœur. Ouais. Mais justement, il y a cet aspect structurel qui sera important. Et alors après, quand je dis, enfin, c'est pas forcément plus faible, mais c'est qu'on va justement changer finalement la zone où c'est censé être plus faible. Et en gros, là où on s'attend à une faiblesse sur la ligne de soudure, en fait, cette faiblesse, elle peut être décalée. Il y avait Rodrigo Benavides qui avait présenté ça il y a quelques années au Club Utilisateur avec du couplage mécanique. Et ouais. Alors j'ai une autre remarque, question. Certaines fonctions sembleraient intéressantes. Viscoélasticité, calcul réchauffe, à fiabiliser, à implémenter rapidement. C'est à vous de jouer dans ce cas-là. Parce que plus vous leur donnez de billes pour dire ça marche, ça marche, ça marche, plus ils vont l'implémenter. Donc, moi, je peux que inciter à dire ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et c'est pour ça le webinaire, c'est inciter aussi les clients à dire contactez-les, dites-leur ça c'est bien, ça marche, ça marche pas, ça pourrait marcher mieux. Si vous faites ça comme ça marchera mieux. Ils sont vraiment que sur ça. C'est-à-dire que la concentration, ça fait quelques années que ça existe et ils estiment que c'est pas encore assez fiable et fiabilisé pour que ça marche, pour être implémenté en version à 100%. Il y a encore des choses où ils disent ouais, mais c'est pas, il manque encore un petit truc. Donc c'est à vous de jouer. D'autres questions? L'enregistrement sera disponible, je pense, dans la journée. Vous recevrez sûrement un mail avec le lien pour revoir la vidéo. Euh... Oui, c'était sûr. J'avais un petit doute sur sur l'enregistrement. Alors, j'ai une dernière question. Les fournisseurs matières travaillent sur les caractérisations viscoélastiques pour fournir aux clients. Alors, ça sera le grand sujet. Et en théorie, l'année dernière, quand il y a Aviant qui a présenté Oscar au Club Utilisateur, le sujet aurait dû être Mucel et viscoélasticité. Et en fait, ils ont été un peu pris de court pour avoir toutes les validations, tous les éléments pour pouvoir le faire. Mais oui, oui, et en fait, alors après la question, ça sera qui fait quoi? C'est effectivement, est-ce que c'est au fournisseur matière de faire les données? Comment il fait les données? Comment il fait les tests? On se tombera en fait un peu sur le même principe que la caractérisation matière. Et c'est pour ça que nous, c'est quand même aussi renseigné à côté, c'est qu'il y a un client qui va aller un peu plus loin, il peut faire aussi le test, comme n'importe quel test Molfo, une fiche matière Molfo, il peut faire le test de son côté. Donc c'est un sujet ouvert pour l'instant, on va dire. C'est pas, de toute façon, comme beaucoup de trucs, il n'y a pas d'obligation pour le fournisseur matière de faire tous les essais. Plus il en met, mieux c'est. Maintenant, c'est à lui de décider.
Eh ben, si pas d'autres questions, il me reste plus qu'à vous souhaiter, oh, pour les matières recyclées, bah, matière recyclée, matière normale, même problème, hein. C'est caractérisation matière, donc alors pardon, je rigole, je devrais pas, mais en fait, le problème pour les matières recyclées, c'est simplement, voilà, ça sera à faire caractériser et à fiabiliser la mesure. C'est-à-dire que, la mesure, elle est faite sur un lot de matière. C'est quoi la garantie que cette mesure corresponde à un autre sac du même lot de matière? Et en fait, si on tombe sur le problème des recyclés, c'est la variabilité des données caractéristiques de la matière, viscosité, PVT, données mécaniques, données, voilà. Donc, sur le principe, là, enfin, aucune limite sur matière recyclée, pas recyclée, matière, PCR, PIR, biosourcée, ce que vous voulez. Sur le principe, c'est faisable. Alors, les champs, nous, sont ouverts. Après, voilà, est-ce que c'est faisable? C'est encore un autre débat et encore, enfin, c'est quoi la fiabilité de la mesure? D'autres questions? Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste tous à vous souhaiter un bon week-end. Et puis, si je ne vous ai pas au téléphone d'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien. Et puis, à bientôt. Bonne journée, bon week-end, au revoir.